Un matin glacial de 1963, au-dessus de la base aérienne de Söderhamn, le pilote d'essai Lars-Erik Blad sentit son Saab 35 entrer dans une situation qu'aucun manuel de vol n'avait jamais décrite. L'appareil commença à cabrer violemment, le nez pointant vers le ciel à un angle impossible, transformant le chasseur en une silhouette verticale face aux nuages. Les instruments devinrent fous, les alarmes hurlèrent dans le cockpit, et pendant quelques secondes interminables, Blad crut que sa dernière heure était arrivée. Mais au lieu de perdre le contrôle total, quelque chose d'extraordinaire se produisit. En réduisant rapidement l'angle d'attaque, le pilote parvint non seulement à stabiliser l'appareil, mais découvrit également que cette position avait transformé son chasseur en un frein aérien colossal, réduisant sa vitesse de manière spectaculaire en quelques secondes seulement. Personne au monde ne savait encore que les Suédois venaient d'inventer, par accident, ce qui deviendrait célèbre sous le nom de manœuvre Cobra, une technique qui rendrait leurs aviateurs légendaires des décennies plus tard. Cette découverte accidentelle n'était que la partie visible d'une aventure technologique bien plus ambitieuse qui avait débuté 15 années auparavant, lorsque la Suède avait décidé de ne pas rester spectatrice dans la course aux armements de la guerre froide. À l'automne de 1949, alors que les cendres du second conflit mondial étaient encore chaudes, l'administration du matériel de défense suédoise publia un ensemble de spécifications qui semblaient relever de la science-fiction pour l'époque. Le pays nordique exigeait un intercepteur capable d'atteindre une vitesse minimale de Mach 1,4, de fonctionner dans toutes les conditions météorologiques, de jour comme de nuit, et surtout d'être suffisamment simple pour qu'un conscrit avec une formation minimale puisse le réarmer et le ravitailler en moins de 10 minutes. Cette dernière exigence était cruciale car la Suède, coincée entre les blocs de l'Est et de l'Ouest, devait pouvoir disperser rapidement ses forces aériennes pour survivre à une éventuelle frappe nucléaire. Mais les ambitions ne s'arrêtaient pas là. En 1956, les spécifications furent révisées pour exiger Mach 1,7, puis 3 années plus tard, l'objectif fut porté à Mach 2,0. Les ingénieurs suédois se retrouvèrent face à un défi titanesque, créer un appareil révolutionnaire alors que la technologie des jets supersoniques en était encore à ses balbutiements. Les premières études révélèrent rapidement qu'une configuration d'aile conventionnelle ne permettrait jamais d'atteindre ces objectifs extraordinaires. L'aile Delta, avec sa forme triangulaire distinctive, offrait des avantages considérables en termes de volume interne pour le carburant et de robustesse structurelle, mais présentait également des problèmes de traînée importants. Les ingénieurs de Saab, dirigés par le brillant Erik Bratt, proposèrent alors une solution qui fit hausser les sourcils dans toute l'industrie aéronautique mondiale. Une double Delta, une configuration jamais testée auparavant, qui combinait 2 angles de flèche différents sur la même aile. La partie interne affichait un angle de 80 degrés pour les performances à haute vitesse, tandis que la section externe était inclinée à 60 degrés pour optimiser le vol à basse vitesse. Cette audace technique était d'autant plus remarquable qu'elle intervenait à une époque où les ordinateurs n'existaient pas pour simuler les comportements aérodynamiques complexes, et où chaque hypothèse devait être vérifiée dans des souffleries ou lors de vols d'essais réels, avec tous les risques que cela comportait pour les pilotes courageux. Face à l'impossibilité de valider leur concept révolutionnaire par des calculs théoriques, l'équipe de plus de 500 techniciens prit une décision qui semblait folle à l'époque. Construire un avion miniature fonctionnel pour tester la double Delta avant même de toucher au prototype grandeur nature. Ce petit appareil, baptisé Saab 210 et surnommé affectueusement l'Ildrakön ou Petit Dragon, représentait un pari financier énorme pour un pays de la taille de la Suède. Les ateliers de Linköping bruissaient d'activité jour et nuit pendant que les ouvriers assemblaient cette maquette volante à l'échelle réduite.
Contrairement aux prototypes habituels qui se contentaient de ressembler aux futurs appareils, celui-ci devait véritablement voler et subir toutes les contraintes d'un avion de chasse opérationnel. En janvier de 1952, par un matin particulièrement froid, le petit dragon s'élança pour la première fois dans le ciel de Stockholm, pilote aux commandes, scrutant chaque réaction de la machine étrange. Les premières minutes de vol furent tendues, chaque mouvement du manche était analysé, chaque vibration notée. Puis, contre toute attente, l'appareil se comporta de manière splendide, validant les espoirs les plus fous des ingénieurs. La configuration en double delta fonctionnait réellement, ouvrant la voie à la construction des 3 prototypes en taille réelle qui allaient changer l'histoire de l'aviation suédoise. 3 années s'écoulèrent avant que le premier Draken grandeur nature ne quitte le sol. Le prototype initial effectua son vol inaugural sans post-combustion, les ingénieurs préférant avancer prudemment avec cette configuration non éprouvée. Mais le second prototype, équipé d'un système de post-combustion complet, allait offrir une surprise mémorable lors de son baptême de l'air. Alors que le pilote effectuait simplement une montée standard, sans chercher à battre le moindre record, l'appareil franchit le mur du son de manière totalement involontaire, produisant un bang sonique qui résonna au-dessus de la campagne suédoise et fit sursauter les habitants des villages environnants. Cette performance accidentelle prouva que la double delta n'était pas seulement fonctionnelle, elle était exceptionnelle. Le Draken possédait des capacités 2 fois supérieures aux autres chasseurs monomoteurs de son époque, ce qui permit au concepteur d'éliminer complètement l'empennage horizontal, créant ainsi une silhouette épurée et distinctive. Le fuselage circulaire se fondait presque imperceptiblement dans la surface de l'aile, anticipant ce que l'industrie appellerait plus tard le concept d'aile-fuselage intégré. Cette fusion aérodynamique n'était pas qu'esthétique. Elle réduisait considérablement la traînée et augmentait le volume interne disponible pour le carburant et l'armement. Cependant, cette configuration radicale cachait un défaut majeur que les pilotes découvrirent rapidement lors des essais intensifs. L'absence d'empennage horizontal, combinée à la double delta, rendait l'appareil naturellement instable, particulièrement lors des phases d'atterrissage où les pilotes devaient constamment corriger la trajectoire manuellement. Les premières approches finales ressemblaient davantage à des combats contre la machine qu'à des manœuvres contrôlées. Plusieurs pilotes d'essai rapportèrent des situations où l'avion entrait dans ce qu'ils appelaient un super décrochage, un état où le nez se levait brutalement vers le ciel et où tous les réflexes conventionnels devenaient inutiles. Les ingénieurs envisagèrent même d'abandonner le projet, considérant que cette instabilité rendait l'appareil trop dangereux pour des pilotes opérationnels. Mais les aviateurs suédois, refusant d'admettre la défaite, continuèrent à expérimenter avec cette situation critique. Progressivement, ils apprirent à anticiper le super décrochage, puis à le provoquer volontairement et finalement à le maîtriser complètement. Ce qui était considéré comme un défaut rédhibitoire devint une caractéristique unique que seuls les pilotes suédois savaient exploiter, transformant leur chasseur en une plateforme capable de manœuvres impossibles pour tout autre appareil de l'époque. Les premières livraisons du J-35A commencèrent à la fin de 1959, et contrairement aux attentes pessimistes de nombreux observateurs internationaux, l'introduction en service se déroula de manière remarquablement fluide. La première unité à recevoir l'appareil fut l'escadre F-13 basée à Norrköping, et les rapports initiaux surprirent même les ingénieurs de Saab. Le magazine Flight International nota que les temps de décollage, d'alerte et de préparation étaient non seulement satisfaisants, mais dépassaient largement les objectifs fixés. Avant la fin de 1960, plusieurs escadres volaient déjà avec le Dragon et avaient atteint le statut opérationnel complet. Cette rapidité de déploiement était d'autant plus impressionnante que l'appareil incorporait des technologies jamais vues auparavant sur un chasseur de production. Le cockpit intégrait 2 systèmes radio séparés, une liaison de données à haute vitesse et 2 systèmes de navigation indépendants, le tout contrôlé par un pilote automatique à 3 axes qui permettait des vols prolongés sans fatigue excessive du pilote.
Cependant, le manche de commande présentait une particularité troublante. Il manquait totalement de retour de force naturel, obligeant les ingénieurs à installer un système artificiel appelé Q-Feel qui générait des sensations factices pour donner au pilote une impression de contrôle, même si celle-ci n'avait aucun rapport avec les forces aérodynamiques réelles s'exerçant sur l'appareil. La structure du fuselage révélait une approche modulaire innovante, mais également source de problèmes futurs. L'avant et l'arrière étaient boulonnés ensemble, la section frontale intégrant les conduits d'admission, le radar de conduite de tir, le poste de pilotage, le train avant et les réservoirs internes, tandis que la partie arrière contenait le moteur Rolls-Royce Avon 200 fabriqué sous licence suédoise comme Svenska Flygmotor RM6B, la post-combustion agrandie, les réservoirs souples, le train principal, le parachute de freinage et l'armement. Cette conception permettait théoriquement un entretien rapide, mais en pratique, la moindre intervention majeure nécessitait de démonter entièrement l'appareil, transformant ce qui aurait dû être une simple réparation en une opération complexe mobilisant des dizaines de techniciens pendant plusieurs jours. L'armement principal était transporté à l'extérieur, avec jusqu'à 4 missiles RR AIM-9 Sidewinder accrochés sous les ailes et le fuselage, créant une traînée supplémentaire qui réduisait considérablement les performances théoriques de l'appareil. Des configurations alternatives incluaient diverses bombes et roquettes, ou encore 2 canons de 30 mm logés dans chaque panneau d'aile interne. Mais ces derniers mangeaient l'espace normalement réservé aux réservoirs de carburant supplémentaires, forçant les pilotes à choisir entre portée et puissance de feu. Malgré ces compromis techniques, le Draken excellait dans son rôle d'intercepteur à haute altitude. Les premiers engagements simulés contre des bombardiers hypothétiques démontrèrent que l'appareil pouvait atteindre des altitudes stratosphériques en un temps record et engager ses cibles avec une précision redoutable grâce au viseur de tir SAB S7 à trajectoire de collision et au radar de contrôle de tir amélioré. L'intégration au réseau de défense aérienne Stril 60 permettait aux contrôleurs au sol de guider les Draken vers leurs cibles avec une efficacité jamais vue auparavant en Suède. Pourtant, cette dépendance au système sol créait une vulnérabilité critique. Si les stations radars étaient détruites ou brouillées, les dragons devenaient pratiquement aveugles, incapables d'exploiter pleinement leurs capacités sophistiquées. Le modèle J-35B qui suivit apporta des améliorations significatives, avec un moteur plus puissant et un fuselage arrière redessiné, mais conserva les mêmes faiblesses fondamentales. La production totale atteignit 651 exemplaires, répartis en 6 versions différentes pour les forces suédiennes, chaque variante tentant de corriger les défauts des précédentes sans jamais vraiment y parvenir complètement. L'aventure internationale du Draken débuta lorsque le Danemark manifesta son intérêt pour cet intercepteur scandinave au début des années 60. Les Danois, cherchant à moderniser leur flotte vieillissante de chasseurs, furent séduits par les performances prometteuses de l'appareil suédois, mais exigèrent des modifications substantielles pour répondre à leurs besoins spécifiques. 2 variantes d'exportation furent développées, équipées du radar de conduite de tir Ferranti Airpass 2 de fabrication britannique, censé offrir des capacités supérieures d'acquisition de cibles air-air et air-sol. Ce système incluait également un mode de cartographie au sol fonctionnant en conjonction avec les systèmes de navigation, permettant théoriquement aux pilotes de voler à basse altitude par mauvais temps. Dans la réalité, ce radar britannique se révéla capricieux et peu fiable, tombant régulièrement en panne lors des missions d'entraînement et obligeant les techniciens danois à passer des heures interminables à tenter de le recalibrer. La Finlande suivit l'exemple danois quelques années plus tard, acquérant ses propres dragons malgré les rapports mitigés sur la fiabilité du système radar. Les Finlandais, pragmatiques, apprirent rapidement à voler sans trop dépendre de l'électronique défaillante, s'appuyant davantage sur leurs compétences de pilotage brut et leur connaissance intime du terrain nordique. Le développement le plus surprenant survint lorsque les États-Unis décidèrent d'acquérir une douzaine d'anciens dragons danois pour les utiliser comme appareils d'entraînement avancés.
Cette décision étonna le monde aéronautique, car jamais auparavant la puissante armée de l'air américaine n'avait acheté des chasseurs européens pour former ses pilotes. Les aviateurs américains découvrirent rapidement pourquoi leurs homologues scandinaves avaient développé des réflexes si particuliers. L'appareil demandait une attention constante, une vigilance de chaque instant et punissait impitoyablement la moindre erreur de pilotage. Plusieurs incidents lors des premières phases d'entraînement faillirent mettre fin au programme. Mais les instructeurs persistèrent, estimant que maîtriser le Draken préparait excellemment les pilotes à affronter n'importe quel autre appareil. L'Autriche constitua un cas unique dans l'histoire du Dragon. Le pays alpin, limité par le traité d'État autrichien qui interdisait formellement l'utilisation de missiles air-air, acquit plusieurs dizaines de J-35D spécialement reconditionnés. Ces appareils furent équipés de canons internes plutôt que de points d'attache pour missiles, transformant ces intercepteurs supersoniques en chasseurs à l'ancienne qui auraient été plus à leur place 15 années plus tôt. Cette modification réduisit encore davantage l'espace disponible pour le carburant, limitant sévèrement le rayon d'action et rendant ces dragons autrichiens pratiquement inutiles pour défendre efficacement l'espace aérien d'un pays montagneux où chaque kilomètre de portée comptait énormément. L'exigence suédoise la plus singulière concernant le Draken restait sa capacité à opérer depuis les routes publiques renforcées. Durant la guerre froide, la Suède avait développé un système élaboré transformant certaines autoroutes en bases aériennes de guerre, dispersant ainsi ses forces pour survivre à d'éventuelles frappes nucléaires. Des sections spécifiques de routes droites furent identifiées, renforcées et équipées d'installations minimales cachées dans les forêts environnantes. Le Dragon devait pouvoir atterrir sur ces rubans d'asphalte, être ravitaillé et réarmé par des conscrits avec une formation basique, puis redécoller en moins de 10 minutes. Cette capacité sembla fonctionner admirablement lors des exercices soigneusement orchestrés avec des chronométreurs vérifiant que les équipes respectaient les délais imposés. Cependant, personne ne sut jamais si ce système aurait réellement tenu face au chaos d'un conflit véritable, avec des routes encombrées de civils fuyant les zones bombardées, des communications coupées et des équipes au sol terrorisées par les attaques aériennes ennemies. Les exercices se déroulaient toujours par beau temps, sur des routes fermées à la circulation, avec des équipes reposées et motivées, conditions qui n'auraient jamais existé durant une guerre réelle contre l'Union soviétique. Au fil des décennies, le Draken subit plusieurs programmes de modernisation, tentant désespérément de maintenir cet appareil des années 50 pertinent face aux chasseurs de 4e génération qui dominaient désormais les cieux. La dernière variante, le J-35J, sortit des chaînes de production à la fin des années 80, équipé d'une avionique mise à jour et de systèmes de communication améliorés. Malheureusement pour ces dragons modernisés, leur règne touchait déjà à sa fin avant même qu'ils n'entrent pleinement en service opérationnel. Le SAP-37 Viggen, successeur officiel du Draken, avait commencé à remplacer progressivement les vieux intercepteurs dès le milieu des années 70, offrant des capacités multirôles que le Dragon ne pouvait simplement pas égaler malgré toutes les modifications possibles. Les escadres suédoises abandonnèrent leurs dragons les unes après les autres, reléguant ces machines autrefois révolutionnaires à des rôles secondaires d'entraînement avancé et de missions de police aérienne peu exigeantes. En 1999, les derniers dragons suédois effectuèrent leur vol d'adieu, marquant la fin officielle de 40 années de service actif. Pourtant, l'histoire ne s'arrêta pas complètement là. Certains pays refusèrent d'abandonner leurs dragons aussi rapidement que la Suède. L'Autriche, ayant investi massivement dans la formation de ses pilotes sur cet appareil complexe et ne disposant pas des budgets nécessaires pour acquérir des chasseurs modernes, lança un programme d'extension de durée de vie qui maintint ses J-35 en service jusqu'au milieu des années 2000. Ces dragons autrichiens, maintenant totalement obsolètes, patrouillaient l'espace aérien alpin avec leurs canons de 30 mm face à des menaces hypothétiques qui auraient pu les détruire sans jamais entrer dans leur portée de tir dérisoire.
Les techniciens autrichiens accomplissaient des miracles pour maintenir ces machines vieillissantes en état de vol, cannibalisant des pièces d'appareils mises au rebut et fabriquant artisanalement des composants que plus aucun fournisseur ne produisait depuis des décennies. Chaque vol devenait une aventure incertaine, les pilotes sachant parfaitement que leur appareil appartenait davantage à un musée qu'à une force aérienne moderne. La Finlande conserva également quelques exemplaires opérationnels jusqu'au début des années 2000, les utilisant principalement pour familiariser ses jeunes pilotes avec les caractéristiques de vol difficiles avant de les transitionner vers des appareils plus modernes et moins punitifs. L'héritage technique du Draken se révéla plus durable que l'appareil lui-même. La configuration en double delta, initialement considérée comme trop risquée et expérimentale, devint une caractéristique récurrente des conceptions futures de Saab. Le Viggen adopta une version modifiée du concept, et même le Gripen moderne conserve des éléments inspirés des leçons apprenant durant le développement du Dragon. La manœuvre Cobra, découverte accidentellement par les pilotes suédois luttant contre l'instabilité naturelle de leur machine, fascina les aviateurs du monde entier pendant des décennies. Les pilotes soviétiques perfectionnèrent cette technique sur leur Sukhoi, la transformant en démonstration spectaculaire lors des salons aéronautiques internationaux, récoltant les applaudissements que les Suédois auraient mérités s'ils avaient révélé leur découverte plus tôt. Ironiquement, cette manœuvre qui semblait si impressionnante n'avait pratiquement aucune utilité réelle en combat, servant uniquement à épater les spectateurs lors des meetings aériens. Un adversaire compétent profiterait simplement de la perte massive de vitesse pour positionner son appareil avantageusement et abattre le Dragon ralenti sans difficulté. 50 années de service pour un appareil qualifié d'expérimental à sa naissance représentent une longévité remarquable dans l'histoire de l'aviation militaire. Le J-35 Draken survécut à la guerre froide qu'il était censé combattre, vit l'effondrement de l'Union soviétique qu'il devait intercepter et termina sa carrière dans un monde complètement différent de celui qu'il avait vu naître. Cette machine instable, difficile à piloter, coûteuse à entretenir et rapidement dépassée technologiquement, marqua néanmoins profondément l'aviation scandinave et mondiale. Si vous avez apprécié cette histoire du chasseur suédois capable de voler perpendiculairement au sol, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions, à mettre un pouce bleu pour soutenir notre travail et à vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants sur l'aviation militaire du XXe siècle.